Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mon immobilier depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment atteindre l'indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des opérations de division de terrain. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année 50 000 euros de marge minimum pour pouvoir en vivre, dire ciao patron et consacrer un peu plus de temps à ce qui vous intéresse vraiment. Le livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou sur mon Instagram @unevideliberté. Vous cliquez sur le lien dans ma bio et là vous avez tout. Je vous ai même mis des stories de travaux, voilà, pour voir la division foncière en action. Et chaque semaine, on se retrouve sur ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté et dans lequel on essaye de trouver tous les leviers qui vont nous permettre de vivre un peu plus libre, que ce soit financièrement, mais surtout dans la tête, parce que si on n'est pas libre dans la tête, c'est compliqué d'être libre tout court. Et on va commencer ce podcast, comme chaque semaine, en remerciant tous ceux qui m'ont mis un petit like ou un petit message par rapport au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Adriane, Jérôme, Yann, Fabienne, Alexandre, Xavier, Vincent, Nicolas, Aurélie, Pauline, Marine, Romain, Manu, Nicolas et Maxime. Merci infiniment à vous tous pour tous vos messages. J'ai dû trier cette semaine parce que j'avais beaucoup de messages. On va aussi faire un petit point, on est 507 sur YouTube, ça y est, on a dépassé les 500, donc ça c'est beau, ça fait vraiment plaisir. Sur SoundCloud, on est 353, énorme. Sur Apple Podcast, nous sommes à 126 commentaires 5 étoiles, donc un grand merci à vous tous. Bon, pas de nouveaux commentaires cette semaine. Si vous voulez passer dans le podcast de la semaine prochaine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit commentaire, un petit like 5 étoiles, une petite note 5 étoiles, un petit commentaire, et ça fait vraiment super plaisir. Voilà, j'en profite pour dire vraiment un grand merci à chaque fois à tous ceux qui prennent le temps de mettre un like aux épisodes ou de s'abonner ou de mettre un commentaire. C'est ce qui fait vivre le podcast et c'est ce qui m'aide vraiment beaucoup. Donc un grand merci à vous. Et je vous propose qu'on attaque avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, j'avais un invité dans Une vie de liberté, j'avais Jérôme Rubin avec moi. Jérôme qui m'avait invité sur son podcast pour une interview il y a quelques mois. Et voilà, on s'était bien entendu, on avait passé un bon moment ensemble. Et Jérôme, c'est un spécialiste des actions à dividendes, des aristocrates du dividende. Et donc j'étais content de le recevoir sur le podcast parce que ça fait longtemps que je voulais vous parler de ça. Vous le savez, moi, mon dada, c'est les ETF, les stratégies d'investissement en bourse par les ETF, les trackers qui suivent les indices boursiers. D'ailleurs, j'en profite, je fais ma petite pub. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien de ma bio Insta @unevideliberté. J'ai fait une petite formation justement sur les ETF qui est vendue moins de 80 €, soit le prix de la prime quand vous ouvrez votre PEA ou votre assurance vie. Donc ça vous rembourse même la formation. Voilà, pour apprendre à investir, vraiment quand on est totalement débutant, c'est 1h30 de vidéo. Et donc voilà, moi mon dada c'est ça, c'est les ETF. Et Jérôme, lui, c'est les actions à dividendes, c'est une autre stratégie mais qui est super complémentaire, super intéressante. Et voilà, donc il nous a fait l'honneur de venir nous en parler. Et c'est un podcast qui vous a beaucoup plu, et ça me fait très plaisir. Et il y a eu pas mal de petits retours suite à ça, que ce soit sur la bourse, sur l'IMO, donc on va avancer. On a un premier message d'Alexandre. Alexandre qui me dit « Merci beaucoup Anthony pour ce témoignage. La mixité salariat-entrepreneur est aussi un levier très puissant pour s'épanouir. » Et là, il fait référence au parcours de Jérôme, et là, je suis complètement d'accord avec toi. Quand on est salarié et voilà, qu'on a envie d'autre chose, entreprendre en même temps qu'on est salarié, c'est une super façon de le faire parce que voilà, on a son salaire qui tombe, donc on a un peu de sécurité quand même, on part pas non plus, on se lance pas dans le vide, ou c'est pas non plus comme quand on lâche son boulot et qu'on a les 2 ans de chômage par exemple, si on n'a pas de revenu passif à côté, où on sait qu'il faut que ça marche en 2 ans, sinon on retourne au salariat. Donc ça permet de lancer son activité en même temps. Après, quand même, il y a une contrepartie à tout ça, c'est que c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail, et Jérôme, on en parlait ensemble,
il passe énormément de temps à développer ses activités à côté. Donc il faut avoir beaucoup d'énergie et il faut être surtout très organisé. Mais voilà, sur Une vie de liberté, on parle énormément de liberté justement. Elle passe pour moi par l'entrepreneuriat, mais forcément, il faut bien être salarié à un moment. Donc, avec ce podcast, je ne veux pas cracher sur le salariat. Moi-même, j'étais entrepreneur salarié de la boîte, mais j'ai eu un salaire pour emprunter pendant presque 13 ans en tout. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile de faire des crédits quand on a un salaire et quand on a un CDI. Aujourd'hui, les banquiers, c'est ce qu'ils regardent. Donc, il ne faut pas cracher sur le salariat, hein. C'est le tremplin pour atteindre l'indépendance financière. Il y a peu de façons de l'atteindre autrement quand même, que voilà, en utilisant son salaire comme un levier. Et comme tu le dis aussi, Alexandre, c'est un levier très puissant pour s'épanouir, et ça, j'en doute pas. Dans mon deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs, le podcast vraiment sur l'investissement en duo avec mon poteau Yann, on a lu le message de Kimberly la semaine dernière, qui était architecte et qui nous disait justement qu'elle tournait un peu en rond dans sa boîte, elle voulait se mettre à son compte, et justement, on lui a dit, plutôt que de te mettre complètement à ton compte, prends des petites missions d'architecte à côté de ton boulot pour faire déjà un complément de revenu sans non plus se retrouver dans une nouvelle rat race d'entrepreneurs, surtout sur des métiers comme ça qui peuvent être vraiment très chronophages. Donc je suis d'accord avec toi Alexandre, hein. En tout cas dans un premier temps et même à terme pour certains si on a un boulot qui nous plaît, le mix salariat-entrepreneur c'est un levier très puissant pour s'épanouir. Je suis tout à fait d'accord. On a ensuite Nicolas qui nous dit « Merci pour ce podcast très intéressant. » Merci à toi Nico. C'est un sujet sans fin, le développement personnel et l'indépendance financière. Ce sont deux mots que l'on pourrait presque opposer. Développement personnel, entre parenthèses, l'élévation des consciences, se passer du matérialisme, minimalisme, profiter du moment présent et de ses proches, et l'indépendance financière, entre parenthèses, ne plus dépendre d'un seul revenu, ne plus dépendre de son patron. Et on voit que le schéma entrepreneuriat, immobilier, bourse est un système solide qui fonctionne. A priori, beaucoup sont rentrés d'ailleurs dans ce schéma par l'immobilier, moi le premier. Inspirant ou rassurant d'écouter que Monsieur Tout-le-Monde aspire à un autre schéma de vie. Alors Nicolas, je ne sais pas si c'est rassurant d'entendre que Monsieur Tout-le-Monde aspire à un autre schéma de vie. Moi, je vois plutôt le côté inverse, et on le verra dans le podcast de la semaine, que le bonheur, c'est pas quelque chose de facile et c'est pas quelque chose d'inné, hein. On le verra avec la courbe du bonheur. Là, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai publié en story cette semaine. On en parlera tout à l'heure, mais que la courbe du bonheur entre 20 et 50 ans ne fait que descendre, le bonheur ressenti. Donc ça fait un peu flipper. Donc je trouve pas ça extrêmement rassurant, moi, que tout le monde veuille changer de vie. Je trouve ça plutôt à la fois, alors je suis d'accord avec toi, à la fois triste et à la fois inspirant parce qu'il y a quand même une impulsion là derrière. Donc ça c'est chouette. Et pour rebondir sur le début de ton message, quand tu nous dis que le développement personnel c'est l'élévation de la conscience et l'indépendance financière c'est un peu plus le matérialisme, on pourrait l'opposer. Oui, si on le regarde comme ça, on peut l'opposer. Mais l'indépendance financière, c'est pas la richesse à tout prix, tu vois, c'est pas le matérialisme de dire je veux la grosse baraque, la Lamborghini et tout le reste. Quand bien même, et ceci dit, si vous avez atteint l'indépendance financière, que ça roule et que vous avez des revenus passifs, moi j'ai aucun problème avec la Lamborghini et la grosse voiture et la grosse maison, il n'y a pas de souci. Le tout c'est que ce soit pas la rat race pour payer tout ça. Moi c'est ça un peu que je combats et ce contre quoi je m'offusque. C'est tous les signes extérieurs de richesse, alors que objectivement en fait on n'a pas les moyens quoi. Si vous avez les moyens et qu'il y a des revenus passifs et que ça vous bouffe pas votre vie d'avoir tout ça, c'est cool et il n'y a aucun problème. Et voilà. Euh, donc je fais pas la guerre à ça. Après, forcément, moi je suis plus minimaliste. Je vais pas avoir envie d'avoir une armoire qui déborde de fringues. Ça va être des choses comme ça. Ou alors d'avoir 3 ordinateurs. Moi j'en veux un seul. Et voilà. Mais justement, cette recherche d'indépendance financière, elle est voulue pour avoir plus de temps en fait. Et plus de temps pour tout simplement profiter de la vie. On le voit un peu dans les messages et on le verra aussi dans le podcast du jour avec cette courbe du bien-être perçu que quelque part, si les gens sont pas heureux dans leur boulot, se sentent pas bien au quotidien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est pour ça que cette recherche d'indépendance financière, elle est là en fait. C'est pour changer de vie, c'est pour avoir une vie plus libre, une vie où on passe pas son temps dans un boulot qu'on déteste, quoi. C'est vraiment ça. Donc voilà, je pense qu'on pourrait opposer ça, développement personnel et indépendance financière. Après, l'indépendance financière, elle permet d'avoir justement du temps
pour se développer personnellement, clairement. Donc c'est sûr que c'est pas du tout aussi opposé qu'on le croit. Et pour finir sur ton message, tu nous dis que le schéma entrepreneuriat, immobilier, bourse est un système solide. Ça, c'est une certitude. On dit toujours que pour qu'un système soit stable, c'est comme un tabouret. Pour qu'un tabouret soit stable, ça c'est ma coach qui disait toujours ça, pour qu'un tabouret soit stable, il faut 3 pieds. Et ça, c'est logique. Après, plus vous en rajoutez, mieux c'est. Une chaise, elle a 4 pieds. Et en indépendance financière, plus vous rajoutez de sources de revenus passives, mieux c'est. Mais si vous avez ces 3 piliers, un peu d'immobilier, un peu de bourse, et à côté que vous entreprenez un peu, vous avez un système solide qui fonctionne, c'est sûr, parce que en cas de krach boursier, peut-être que l'immobilier va pas tomber. En cas de krach de l'immobilier, peut-être que la bourse, elle, va bien se porter. Et si l'immobilier et la bourse se cassent la figure en même temps, peut-être qu'avec votre entreprise, vous pourrez continuer à vous sortir des revenus. Donc c'est vraiment un système qui fonctionne. Et c'est pas tonton Mindset qui le dit. Et Robert Kiyosaki en fait la promotion depuis des années et des années. Donc c'est que ça doit pas être que des conneries, je pense. Et on va terminer avec le dernier message de Vincent. Vincent qui nous dit: merci Anthony pour ces podcasts toujours remplis de qualité. Oh, merci beaucoup à toi. Un petit conseil, que fais-tu avec ton cash flow IMO? Tu le gardes pour rembourser anticipativement un crédit en cours et te désendetter, ou à l'inverse, tu t'investis systématiquement en bourse et tu te désendettes en IMO avec tes profits en bourse? Ça, c'est une question qui est hyper intéressante, vraiment. C'est sûr qu'à terme, il faut arriver à se désendetter. En ce moment, quand on regarde vraiment toutes les stratégies un peu des entre guillemets vendeurs de rêves d'Internet, c'est d'acheter des appartements dans des quartiers tendus avec des rentabilités à plus de 15%. Donc souvent dans un quartier pourri ou alors avec des locataires qui sont pas exceptionnels, hein, pour pas dire autre chose. De faire un crédit sur 25 ans, voire plus. J'ai même vu sur des groupes IMO des crédits sur 30 ans, 35 ans. Pour moi, c'est une catastrophe. Alors certes, ça fait des gros cash flow, mais le cash flow, c'est un peu une anomalie immobilière. Il y a quelques années, quand on avait des taux de crédit à 3-4%, il n'y avait pas de cash flow. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui raisonnent en cash flow et pas en rentabilité. Alors que le cash flow, il va dépendre de l'apport qu'on va mettre, il va dépendre du crédit, du montant du crédit qu'on va faire. Le cash flow a plein de variables. La renta, c'est la renta. La renta, c'est les loyers annuels qui rentrent divisé par le prix d'achat avec les travaux et les frais de notaire. Période. Voilà, point barre. C'est tout. La renta, elle ment pas. Alors que le cash flow, il peut mentir. Moi aussi, hein, si je paye un bien cash, je peux faire 100% de cash flow. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut vraiment avoir en tête quand même là-dedans. Donc ça, c'était pour la petite aparté sur le cash flow. Après, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, moi, je raisonne plutôt on va dire, en surface patrimoniale ou surface financière. Je regarde mon taux d'endettement pas par rapport à mes flux de revenus, mais par rapport à mon patrimoine global. Et chaque fois que la bourse monte, du coup, mon patrimoine global grossit, et en proportion, mon patrimoine à crédit diminue. Je ne sais pas si je suis clair. Je pense que je le suis. Mettons que, voilà, on va prendre un compte rond. Tu as un patrimoine de 100 000 euros. Et tu as encore 20 000 euros de crédit. Et dans ton patrimoine, tu as de la bourse dedans. Si la bourse, ce mois-ci, elle a monté de 10 000 euros, tu as toujours 20 000 euros de crédit, mais tu as 110 000 euros de patrimoine. Donc avant, tu étais endetté à 20% par rapport à ton patrimoine. Maintenant, tu es peut-être endetté à 18%, quelque chose comme ça. Donc, la bourse qui grossit, c'est une façon de se désendetter par rapport à son patrimoine, déjà. Et ensuite, ça c'est libre à chacun. Moi, je suis encore en phase de constitution de patrimoine, je fais encore des crédits pour des nouveaux biens, donc j'ai pas grand intérêt à rembourser les autres. Surtout que j'ai des biens qui sont, la plupart de mes crédits sont à entre 1 et 1,4%. Donc j'ai pas grand intérêt à les rembourser de façon anticipée, ces crédits-là, parce qu'ils sont très bas. Je vais plus gagner en mettant en bourse, où je peux viser avec la règle des 4%, pour ceux qui ont suivi la formation ETF, où on peut viser de façon claire et sereine 4% par an. L'investissement va faire beaucoup plus, mais si on veut en vivre en rente, on peut viser 4%. Sinon, en bourse, on peut viser au moins presque 6-7% sur le long terme. Donc, il vaut mieux placer son argent à 6-7% que désendetter des crédits à 1%, je pense, en tout cas. Donc, je suis plus bourse en ce moment, aussi parce que je suis en train de refaire des crédits. Après, je suis d'accord avec toi, il y a un moment où il faut se désendetter. Ça peut être, s'il te reste 20 000 euros sur un crédit, par exemple, tu avais un crédit de 100 000, il reste 20 000,
hop, tu rembourses les 20 000 d'un seul coup, même s'il n'y avait plus d'intérêt, même s'il n'y avait plus rien, ça fait une ligne de crédit en moins, ça fait plus propre. Ou alors, si tu as un crédit qui est ancien, qui est à 2,5, 3%, celui-là, tu peux le rembourser parce que le taux commence à être quand même assez élevé. Et si tu le rembourses, forcément, tu vas te désendetter beaucoup plus vite. Mais je suis d'accord, hein, il y a un moment où, quand mon patrimoine sera mature, pourquoi pas tous les gains de bourse, les prendre pour me désendetter à ce moment-là. Parce que je le vois, hein, j'ai un de mes biens notamment qui est entièrement payé, et ça change tout. Hein. Du jour au lendemain, quand on a des biens payés, qu'il n'y a plus de crédit, on respire. Hein. Donc voilà. J'espère que j'aurai répondu à ta question, Vincent. Et voilà, j'espère que le début du podcast, les réponses aux questions vous ont plu. On va attaquer le sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, ça va être les crises. Vaste sujet, les crises. J'avais vraiment envie de vous parler de ça. Pourquoi ? Parce que j'ai lu un livre de Fabrice Midal. Alors, je ne le connaissais pas, Fabrice Midal. J'ai trouvé ce livre en baladant à la bibliothèque, qui s'appelle « Comment rester serein quand tout s'effondre ». Et ça m'a fait penser à un podcast que j'ai fait au début de cette chaîne, au début d'une vie de liberté, qui s'appelait, si je ne dis pas de bêtises, comment ça s'appelle ? Que faire lorsque tout semble perdu ? Voilà, comment faire lorsque tout semble perdu ? C'était surtout dans les moments, ce podcast que j'avais fait à l'époque, dans les moments de stress, les moments de stress intenses, puisque moi je suis un grand anxieux de nature, on en reparlera, et qui se soigne, hein. Mais à l'époque, je pouvais taper presque des crises d'angoisse, quoi. Alors je connais des gens qui ont fait des crises d'angoisse, c'est vraiment très violent. Moi je pense en avoir fait une dans ma vie, et c'est un très très mauvais souvenir. Et il y a des gens chez qui c'est fréquent, et c'est vraiment quelque chose de très très difficile, ces crises d'angoisse. Et donc, j'avais fait ce podcast-là, comment faire quand tout semble perdu, parce que justement, voilà, quand on a un truc qui nous submerge, je sais pas, à l'époque j'avais pris l'exemple de, vous avez la toiture de votre immeuble de rapport qui est passée à travers, vous n'avez pas de trésorerie, comment vous faites ? Ça peut être un énorme stress, comment faire ? Et là, ce livre m'a donné envie de parler des crises de façon plus générale, en fait. Les crises qu'on peut rencontrer dans sa vie. Au-delà d'un événement de stress hyper dur qui nous fait peur d'un seul coup, vraiment ces grandes crises. Et parce que le livre est très bien fait là-dessus, et j'expliquerai tout à l'heure quelques exemples de ce livre-là qui sont vraiment très très intéressants. Et donc pourquoi j'ai eu envie de parler de ça ? Parce que, donc je vous le disais tout à l'heure, je suis un grand anxieux de nature. Et dans ma vie, j'ai traversé plusieurs crises, mais surtout deux grosses, dont notamment une qui a été la séparation avec la mère de mes enfants en 2015. Donc ça va être assez difficile d'en parler avec pudeur, dirons-nous. Mais ça a été un moment de ma vie qui a été extrêmement difficile. Je pense que ça a été le moment le plus dur de ma vie, clairement, on peut le dire. Puisque moi, j'ai eu une éducation avec des parents encore ensemble, des grands-parents des deux côtés, maternels et paternels, qui ont terminé leur jour ensemble. Et pour moi, quand on fait des enfants, c'est pour les élever. C'était pour les élever à deux et pas les avoir une semaine sur deux, quoi. Clairement. Et donc, pour moi, à l'époque, ma séparation, ça a été un monde qui s'écroulait. Vraiment. Mon monde s'était écroulé. Pour moi, j'avais tout raté, quoi. J'ai eu des pensées morbides à l'époque. Enfin, ça a été très, 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 très dur. Et je peux clairement le dire avec le recul qu'à l'époque, j'ai un peu l'impression d'avoir vécu un enfer, quoi. Voilà, donc le monde s'arrêtait de tourner. Comme si j'avais tout raté, quoi, clairement. Et en plus, à l'époque, donc j'avais mon ancien boulot, où je gérais une entreprise de travaux publics, où j'avais 35 personnes. Et donc c'était l'enfer, parce que je devais à la fois gérer cette crise de couple, où on était en train de se séparer, et je travaillais énormément, je savais même pas si j'arriverais à avoir mes enfants une semaine sur deux. Je me voyais déjà à l'époque les avoir un week-end sur deux. Et pour moi, c'était l'enfer, quoi. J'avais fondé une famille, c'était pour élever mes enfants, pour être à deux. Mais malheureusement, pour faire fonctionner un couple, il faut être deux. Et voilà. Donc c'est compliqué, il y a des fois, tout ne peut pas être comme on le veut, et il faut l'accepter. Et pour moi, ça a été extrêmement dur. Mais malgré tout, j'ai réussi à agir, à rebondir, à trouver toutes les solutions quand j'étais vraiment au fond pour réorganiser mon temps, pour pouvoir avoir mes enfants en garde alternée une semaine sur deux alors que je gérais une entreprise, pour avancer malgré tout.
Et au final, à la sortie de cette crise, cette séparation, pour moi, ça a été une renaissance complète. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir deux vies. Et je peux le dire aujourd'hui, qu'il y a eu même un Anthony d'avant et un Anthony d'après. Et ça, c'est une certitude. Je pense que je suis plus la même personne. J'ai grandi, j'ai avancé, et on le verra dans le podcast, hein. C'est à ça que servent ces crises-là. Mais voilà, je sais qu'à l'époque, si je me retourne en arrière dans mes pensées, j'ai pu m'en sortir avec, je pense, vraiment brio et avec, comment dirais-je, en sortir grandi. Mais la frontière et le, comment dirais-je, le moment de bascule a été très très mince. J'aurais pu finir de m'enfoncer si j'avais pas su si j'avais pas su réorganiser mon temps. J'aurais eu mes enfants un week-end sur deux, je les aurais presque pas vus. Là, j'aurais pas été tonton mindset, mais j'aurais été tonton pour mes enfants, quoi. Tonton qui les emmène au manège un samedi sur deux, et voilà. Alors que là, ça fait 5 ans que je suis séparé, bientôt 6, ça fait 6 ans que j'assure l'éducation de mes enfants une semaine sur deux, comme un père, quoi, voilà, à moitié-moitié avec leur mère. Et pour moi, ça, c'était hyper, hyper important, c'est rien de le dire. Et c'était toute ma vie, en fait, bien plus que le reste. Et j'ai réussi justement à me réorganiser, à atteindre mon indépendance financière pour justement pouvoir partir alors qu'elles étaient encore jeunes et passer vraiment du temps avec eux et avec elles, pardon. Et je me suis vraiment dit que voilà, il y a la frontière, elle est mince. C'est pour ça que j'avais envie de parler de ça, de comment faire. J'ai analysé rétrospectivement un peu comment j'ai fait pour pouvoir m'en sortir, et c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. J'ai parlé de 2 crises tout à l'heure, hein. Ça a été la première. La deuxième, ça a été mon burn-out, qui a eu lieu 1 an après. On se demande bien pourquoi. Voilà, quand on croit qu'on a surmonté une crise, il en arrive une autre derrière. Et justement, j'ai dû mettre à l'époque beaucoup, beaucoup d'actions en place, que ce soit sur mon emploi du temps, sur ma façon de gérer les choses. Enfin bon, pour ceux qui ont vécu une séparation, vous imaginez ce que c'est, avec l'aspect financier et tout ce qui va avec. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de choses à gérer en même temps, plus une entreprise. Et là, j'ai fait burn-out, j'avais plus du tout d'énergie. À l'époque, je voulais déjà quitter mon job, c'était en 2016, donc 1 an après, il y a 4 ans, mais j'étais complètement épuisé. Et c'est ce qu'on se dit, quoi. Quand on croit qu'on a surmonté une crise, parfois il peut y en arriver une autre. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression de passer à côté de ma vie. Et je me disais, mais est-ce que tu auras le courage vraiment de changer de boulot, ou est-ce que, voilà, maintenant que tu es séparé, que tu as trouvé cet équilibre une semaine sur deux, tu vas rester dedans, mais en même temps, tu passes à côté de ta vie, tu fais pas ce qui te plaît. Et j'avais déjà surmonté quelque chose de tellement gros que je me disais, mais comment je vais pouvoir en surmonter encore autre chose? Et je me rappelle qu'à cette époque, je suis allé au ciné avec mon associé, avec Ben, et on est allé voir le film d'Orelsan qui s'appelle Comment c'est loin. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais en tout cas, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille parce que il est incroyable. Et ce film, il raconte l'histoire d'Orelsan et son pote, qui sont 2 rappeurs en devenir de province, à côté de Caen, qui ont eu une fulgurance quand ils étaient tout jeunes et ils ont pu passer dans une radio. Ils ont trouvé un DJ qui leur a proposé de leur produire un album. Et en fait, ils ont complètement gâché ça, et ils ont passé 7-8 ans à végéter, à rien faire, et à se laisser aller, en fait. Et à un moment dans le film, à la fin du film, où ils décident de se bouger le cul, en gros, quoi, il y a Elsan qui dit « À quel moment est-ce qu'on a commencé à kiffer la médiocrité comme ça, nous ?» Et c'est vraiment... Je m'en rappelle, pendant ce film, on s'est regardé, même avec Ben, et à se regarder tous les deux, et juste en se regardant, on s'était compris, en se disant « Mais c'était pas médiocre ce qu'on faisait, parce qu'on gérait une entreprise, on avait 35 salariés, on bossait beaucoup, mais c'était pas pour nous, c'était pas ce qu'on voulait faire, et on était en train de passer vraiment à côté de notre vie. » Et je me rappelle que d'ailleurs dans ce film, il y a une chanson qui dit « Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous ». Et voilà, c'était ça. Moi j'avais cette impression-là de passer à côté de ma vie, en fait, d'être un spectateur de ma vie. J'avais surmonté une épreuve incroyable 1 an avant, en me disant que voilà, j'avais surmonté le pire. Et en fait, derrière, la vie, elle me rechallengeait en me disant, en me bougeant le cul, quoi, en me disant, mec, t'es en train de passer à côté de ta vie, t'es en train de passer à côté. Il faut que tu fasses autre chose, il faut que tu trouves la force de changer, il faut que tu fasses autre chose. Et en fait, dans cette crise-là,
J'ai trouvé cette force de changer, et c'est sûr qu'aujourd'hui, je peux le dire que je suis plus la même personne. Aujourd'hui, je vis comme je l'entends, je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'ai envie. J'ai pas brisé toutes mes chaînes, hein, loin de là, on est bien d'accord, j'ai encore beaucoup de blocages. J'ai des blocages sur la peur de manquer, j'ai des blocages sur beaucoup de choses. J'ai aussi des rêves que je voudrais atteindre qui me font peur et que je repousse. Voilà, je peux le dire, hein. Mais par contre, j'ai quand même brisé une sacrée partie de mes chaînes. Et voilà, et ce que je veux dire, c'est qu'après cette longue introduction, je peux affirmer avec sérénité qu'après la pluie vient le beau temps. Et ça, c'est pour tous les gens qui, en ce moment, qui écouteraient ce podcast, qui seraient dans une crise, pour qui ce serait difficile. Après la pluie vient le beau temps. Et je m'en souviens, pendant ces moments-là, je me disais toujours, imagine-toi où tu seras dans un an. Et toute la souffrance que j'expérimentais à ce moment-là, au fond de moi, je me disais, dans un an, elle sera bien loin en fait, parce que tout passe, rien ne dure. Et voilà, donc je me disais, aujourd'hui, tu es en train de vivre quelque chose de très, très dur, mais ça va pas durer. Rien ne dure, ça durera pas. Donc voilà, et ce que je veux dire, c'est qu'au final, pour clôturer cette longue introduction, et c'est ce qu'on va voir, c'est que les crises, c'est terrible, mais c'est pas grave. Voilà. Ça pourrait être la conclusion du podcast, c'est la conclusion de l'introduction, et maintenant on va attaquer avec vraiment le corps du sujet. Alors, vous le savez, hein, je suis allé voir dans le dictionnaire, quelle est la définition d'une crise? Parce que ça c'est quand même important. Quelle est la définition d'une crise? Une crise, c'est un brusque accès, une forte manifestation d'un sentiment, d'un état d'esprit. Donc là on voit un brusque fort. Par exemple une crise de larmes ou une crise de jalousie. D'un coup, ça se déclenche, c'est fort. On peut avoir aussi comme définition, pour une crise, moment très difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe, dans le déroulement d'une activité. Période marquée par un trouble profond. Crise de conscience, crise de la quarantaine. Donc vous le voyez, hein, j'étais bien dans la définition, hein, moment très difficile dans la vie de quelqu'un. Une période marquée par un trouble profond. On a aussi comme définition une rupture d'équilibre entre la production et la consommation, caractérisée par un affaiblissement dans la demande, des faillites et le chômage. Bon, ça typiquement c'est une crise économique, par exemple. Donc une autre définition de la crise. On a encore manifestation violente d'un état morbide survenant en pleine santé apparente. Donc voilà, on a l'impression que tout va bien, on est en pleine santé, et on a une manifestation violente d'un état morbide, comme une crise d'appendicite, crise de goutte, crise d'épilepsie, ou une crise d'angoisse, par exemple. Moi, j'en ai fait une, donc c'était à cette époque-là, je pense à l'époque du burn-out. Aujourd'hui, c'est un peu flou, mais je dirais que c'est 2016, où vraiment, on a l'impression de crever, en fait. Hein. C'est les symptômes d'un infarctus. J'ai tellement eu peur et tellement eu mal que je me rappelle à l'époque, j'étais juste à côté de Lyon, j'étais à Bron, et je suis allé à l'hôpital de Bron. Ils ont cru que je faisais un infarctus. Ils m'ont mis sous perf, machin et tout. Et ils ont pris vraiment des choses très au sérieux, parce que voilà, quelqu'un de 36 ans qui arrive, qui se plaint de douleur dans le bras gauche, forte douleur dans la poitrine, et qui peut plus avancer. Et en fait, en discutant, ben voilà, toutes mes constantes, tout était nickel, en pleine santé. Et le toubib me dit qu'est-ce que vous avez eu? Et je lui explique que ce matin, j'ai eu une grosse merde sur un chantier, un truc comme ça. Et il m'explique qu'en fait, j'ai fait une crise d'angoisse. Voilà, ça a été la première et la dernière, pour le coup. Mais c'est incroyable. Et il y a des gens qui en font énormément. Donc, force à vous, parce que c'est vraiment quelque chose de pas facile et en plus de mal compris. Mais voilà, pour en avoir vécu une, ça fait vraiment des symptômes. Ouais, on croit qu'on a quelque chose de très très grave. Alors qu'en fait, c'est tout psychosomatique. Mais c'est très violent. C'est pas dangereux pour la santé, mais à vivre, c'est très violent. Donc ça porte bien son nom de crise, il n'y a pas de souci. Ensuite, dans les définitions, j'ai quoi? Grave pénurie de quelque chose, crise du logement. Bon, bah ça, nous, dans l'immobilier, ça nous parle. Donc on le voit avec toutes les définitions que j'ai citées là, on a des mots qui reviennent, hein. Ça trompe pas. Hein. On a les mots brusque, fort, très difficile, rupture d'équilibre, violent et manque. Donc là, on le voit, hein, une crise, ça fait pas rire. C'est brusque, c'est fort, c'est difficile, il y a l'équilibre qui est rompu, c'est violent et il y a une sensation de manque. Donc c'est vraiment pas anodin. Et justement, on le verra un peu plus loin dans ce podcast,
Mais on ne parle pas d'un petit échec là, hein. Quand on parle d'une crise, on parle d'un séisme dans une vie. Et justement, pourquoi est-ce qu'on a peur de ces crises-là? Pourquoi? Pourquoi ça fait peur une crise? Parce que c'est un bouleversement immense. C'est un séisme, c'est un tsunami. C'est vraiment quelque chose de... Quand vous traversez une crise, que ce soit une crise où vous vous séparez, une crise de couple, que ce soit une crise dans votre boulot, vous perdez votre travail par exemple, même une crise de la quarantaine, hein, c'est des choses qui vous bouleversent. Alors bon, crise, moi je pense que je l'ai fait il y a quelques années déjà, donc on verra hein, si ça me touche, hein, parce que j'ai 40 ans l'année prochaine. J'ai 39 à la fin décembre et 40 ans l'année prochaine, donc on verra. Mais je peux pas trop en parler là, pour l'instant je l'ai pas vécu. Mais en tout cas, une crise, quand ça touche quoi. Et justement, c'est, c'est des choses qui sont horribles à vivre. Et on dit souvent en dev perso que voilà, échoue, tu te relèveras, il ne faut pas avoir peur de l'échec, l'échec fait partie du processus, il faut aimer l'échec. Mais voilà, là, les échecs dont je parle, c'est pas je suis allé voir 6 banques, j'ai eu 6 refus de crédit et il faut que j'aille en voir une septième, j'ai pris six échecs, pardon. Ou c'est pas j'avais signé un compromis, c'est pas allé au bout et il faut que j'en re-signe un autre, comme ça a pu des choses qui ont pu m'arriver. Non, c'est vraiment le genre d'échecs qui sont atroces, quoi. Le genre d'échec où on met toute son énergie dans un projet, par exemple toute son énergie dans sa boîte, tout son temps, des semaines, et qu'on dépose le bilan. Ou alors toute l'énergie dans un couple, hein. Vous vous mariez, vous vous êtes projeté de faire des enfants avec quelqu'un, et cette personne vous quitte, par exemple, ou voilà, ça peut être vraiment horrible. Et ces choses-là, si ça s'arrête, on se dit pas juste comme ça, allez, je me relève et je repars et l'échec fait partie de la vie. Non, on a juste envie de pleurer, on a envie de se pendre, on a envie de se foutre sous sa couette et de plus bouger, quoi. Et justement, c'est tout le sujet de ce podcast, c'est voir comment réduire cette période-là au minimum, en fait, hein, clairement. Donc voilà pourquoi on a peur des crises, parce que justement, c'est des choses qu'on veut pas appréhender, qu'on veut pas rencontrer dans sa vie, parce que les bouleversements de ça sont trop violents, trop gros, trop puissants. Ça bouscule tout, c'est comme un bulldozer qui ravage tout sur son passage. Là, c'est ce genre de crise dont on parle, c'est pas une fissure dans la toiture de votre immeuble de rapport. Voilà, tous vos locataires s'arrêtent de payer en même temps, vous pouvez plus faire face à vos crédits, vous perdez votre boulot, ce genre de crise-là, quoi. Personne ne veut les affronter, c'est pour ça qu'on en a peur, parce que dans la vie, en fait, on cherche en permanence un équilibre, et on n'a pas envie que celui-ci soit bousculé. Et pourtant, la vie, c'est le désordre, le chaos, c'est la vie. Donc tout l'équilibre qu'on cherche à maintenir, c'est ça qui est artificiel. Et c'est pour ça que c'est dur, parce que tout cet équilibre qu'on essaye de construire tout le temps au quotidien, on sait que ça aussi tout passe, et que forcément l'équilibre il est toujours précaire. Donc voilà, et on peut avoir peur des crises n'importe quand, par exemple, même une crise financière. On le sait qu'on gagne de l'argent sur le long terme avec la bourse. Ça fait 150 ans que la bourse, elle monte. Si c'est pas 170 ans, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais que la bourse, elle monte. Alors, avec des hauts et des bas, mais elle monte. On le sait que si on investit aujourd'hui, dans 10 ans, on aura plus d'argent. Sauf si on tombe dans un trou, mais bon, on peut toujours dire... Enfin, comment dirais-je? Sur le long terme, en tout cas, la bourse monte toujours. Si on investit en tout cas sur des stratégies, sur des indices, par exemple, hein, sur la bourse dans son entièreté. Et pourtant, les pertes, elles font pas rire à vivre, on le sait. Moi, je le vois, hein, depuis que j'investis en bourse, j'ai gagné pas mal d'argent, hein, voilà, donc je vais pas me plaindre, mais dès qu'on fait une journée à -1, -2%, je vais perdre virtuellement de l'argent sur la journée, ça me fait pas plaisir. Il y a même des fois où, aujourd'hui ça n'arrive presque plus, mais ça peut me gâcher la journée, quoi. Alors que je sais que sur le long terme, ça va monter. Et pourtant, voilà, alors on parle pas d'une crise. Et quand on traverse une crise financière comme celle du Covid, on sait que sur le long terme, ça monte, on sait qu'il faut continuer de réinvestir, on sait qu'il faut rééquilibrer son portefeuille quand c'est tout en bas. Toutes ces choses-là, on les sait. Et pourtant, quand la crise arrive, toutes les belles théories qu'on avait faites, tout ce qu'on avait marqué noir sur blanc comme stratégie sur du papier, c'est hyper dur à appliquer parce que on est ravagé par les sentiments de se dire qu'on va être ruiné, que cette fois-ci c'est plus comme avant. Donc ça peut être très 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 dur.
Et voilà, et donc on a peur de ces crises-là, et pourtant dans la vie, il faut toujours chercher à aller de l'avant, à avancer, il faut toujours chercher la croissance. Ça, je l'avais vu dans une conférence d'Oussama Ammar qui était super importante. Il disait, mais comme dans une entreprise en fait. Une entreprise, elle cherche toujours la croissance, ne serait-ce que pour lutter contre l'inflation. Puisque voilà, si l'inflation elle est entre 1 et 2%, si vous faites le même chiffre que l'année dernière, en fait, vous n'avez pas fait le même chiffre, vous avez même perdu de l'argent. Donc, il faut toujours chercher cette croissance-là, en fait, parce que stagner, c'est régresser, justement. Donc voilà, et ces crises-là, elles vont nous aider à avancer. Et en soi, même si c'est difficile, il faut les voir comme des cadeaux. On va le voir dans la dernière partie du podcast. Mais c'est difficile à dire hein, que moi aujourd'hui, ma séparation, c'était un cadeau du ciel, au final, avec le recul. C'est hallucinant de dire ça, et je pense que si l'Anthony de 2015 avait entendu ça, il hallucinerait. Mais j'ai vécu tellement de choses fantastiques en 5 ans, et ma vie a tellement changé, que si j'étais resté dans cette situation-là, je pense que ou j'aurais fini en dépression, ou je sais pas, mais en tout cas, ma vie aurait été bien, bien différente. Donc voilà, faudrait remercier ces crises, parce que des crises, on va vraiment en traverser. Et c'est là où on va parler un peu de cette courbe du sentiment de bien-être au cours de la vie, que j'ai trouvé dans un livre de Christophe André, où on le voit hein, que la courbe commence à 20 ans. Je ne sais pas comment c'est avant, mais en tout cas, de 20 jusqu'à 50, le sentiment de bien-être perçu au cours de la vie ne fait que descendre. Il remonte ensuite de 50 ans jusqu'à 70 ans pour chuter après, plutôt violemment en plus. Hein. Donc ça fait vraiment pas rêver. Et ça veut dire que pour le commun des mortels, pour la moyenne, pour les gens du quotidien, ceux qui se posent pas beaucoup de questions, ceux qui sont pas comme vous, comme nous qui faisons ce podcast ensemble pour essayer de comprendre, pour avoir une vie meilleure, pour avoir une vie choisie, en tout cas une vie où on fait les choses en connaissance de cause, en conscience, de 20 à 50 ans, être de moins en moins heureux, moi je trouve ça horrible. C'est peut-être les plus belles années de la vie, c'est là où on est en pleine santé, c'est là où on a un corps qui nous fait pas mal, où on peut voyager, où on peut faire plein de choses. Moi je refuse, je l'accepte pas en fait, que ce sentiment de bonheur décroisse au cours du temps. C'est pas possible. Donc voilà, et ensuite il remonte de 50 à 70. Moi ce que je vois là-dessus c'est rat race quoi, enfin de 20 jusqu'à 50, le sentiment de bonheur décroît parce qu'on est en train de travailler. Entre 50 et 70, on voit la retraite approcher et on relativise plus dans la vie. Je pense qu'on est un peu plus sage aussi, donc on est plus heureux. Et à partir de 70 ans, les problèmes de santé arrivent et donc on est moins heureux. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la retraite est à 67 ans. Donc si c'est pour être heureux de 67 à 70, ça fait pas trop rêver. Et je pense que cette courbe du sentiment de bien-être, elle est aussi reliée aux crises, parce qu'on le voit, la courbe, elle fait une grosse inflexion à 40 ans, jusqu'à 50, là elle descend vraiment. Donc entre 40 et 50, c'est là où on est le moins heureux, parce qu'on traverse des crises. Et moi, ça me parle, parce que l'année prochaine, j'ai 40 ans, donc là, on m'annonce 10 ans de malheur, quoi. Concrètement. Et moi, je suis pas prêt, et puis j'ai pas envie, en plus. Donc, on va tout faire pour que ce soit pas le cas. Mais voilà, et justement, quand on traverse ces crises, le but, c'est que cette phase où c'est difficile, où c'est dur, où on est au fond du trou, c'est là, il faut qu'elle soit le plus court possible. Et pourtant aussi, il faut en même temps respecter le pourquoi de la crise, respecter sa peine, respecter sa tristesse, respecter ce moment de malheur. Moi, je m'en souviens quand je me suis séparé, au moment le plus dur, vraiment, où j'étais au fond du trou, je me suis entouré de gens, mais j'avais pas envie qu'on minimise ma peine, en fait. Je voulais qu'on la laisse intacte, parce que pour moi, c'était tellement grave de pas élever mes enfants à plein temps et de les avoir une semaine sur deux, alors qu'à l'époque, mes enfants avaient 4 et 6 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, pour moi, c'était tellement grave que je voulais pas qu'on enlève de la gravité à ça. Je voulais vraiment prendre la pleine mesure de la gravité de cette situation, en tout cas à mes yeux, pour ensuite rebondir. Et ça, je pense que c'est aussi important. Mais il faut que le moment où on prend la pleine mesure de la gravité des choses, il ne faut pas qu'il dure 1000 ans. Parce que là, sinon, c'est des moments où on tombe en dépression, on reste au fond de son lit. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Donc, on va attaquer la dernière partie de ce podcast.
comment surmonter les crises et quels en sont les cadeaux cachés, puisque ça c'est important. Donc on va reparler un peu de Fabrice Midal et de son livre Comment rester serein quand tout s'effondre. Et il y a un chapitre justement sur la crise que j'ai trouvé hyper intéressant, où il nous dit que crise, le mot crise en chinois, il se dit wei qi. Alors j'espère que je le prononce bien. S'il y a des bilingues français-chinois qui m'écoutent, bon bah m'en voulez pas. Wei ji, donc wei, W-E-I, J-J-I, J-I. Et wei veut dire problème, difficulté, et ji, qui lui est collé, veut dire chance, opportunité et dynamisme. Donc pour eux, le mot crise, qui est indissociable, dans le même mot, il y a la difficulté, le problème, et en même temps, la chance, l'opportunité, le dynamisme. Et je trouve que ça relie vraiment bien tout ce dont on parle ensemble depuis le début. C'est que voilà, il y a de la difficulté, il y a un problème, et en même temps, à l'intérieur, il y a une chance, il y a l'opportunité, et surtout le dynamisme. Ça veut dire qu'il va falloir agir. Et pour ça, Fabrice, dans son livre, il nous parle de l'histoire du homard. Alors les homards, bon, pour ceux qui en ont mangé ou quoi, on voit ça tient dans une casserole, en général. Mais le homard, lui, dans la nature, il peut faire jusqu'à 1 mètre s'il est dans la mer. Donc des homards de 1 mètre, on n'en a jamais vu, mais le homard continue de grossir, en fait. Toute sa vie, il grossit. Sauf que sa carapace, elle grossit pas. Et donc, dans la vie du homard, lui est toujours en train de grossir, et il arrive un moment où il est à l'étroit dans sa carapace, il est en train de vraiment être très à l'étroit, et s'il continue, il va mourir, puisque la pression sera trop forte. Donc, le homard n'a pas le choix, là il peut pas positiver, rester zen et se dire que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. C'est pas possible, il faut qu'il agisse. Donc là, le homard, qu'est-ce qu'il fait? Il va se frotter contre des cailloux, jusqu'à péter toute sa carapace, et pouvoir s'en extraire. Et là, après, il est hyper vulnérable. Un homard qui a plus de carapace, c'est juste de la chair à bouffer. Et donc, il est obligé d'aller se tapir sous des pierres, le temps que sa carapace se reforme. Et ensuite, elle va se reformer beaucoup plus grosse, et là, il va grossir, et il sera beaucoup plus gros, et beaucoup plus fort, en fait, et beaucoup plus grand. Et donc, le parallèle avec ça, c'est que voilà, son problème, sa difficulté au homard, c'est qu'il est en train de grossir dans une carapace qui, elle, a une taille fixe. Et la chance qu'il a derrière, c'est son opportunité, c'est que s'il la casse, il pourra devenir beaucoup plus gros. Par contre, s'il n'agit pas, il va mourir. Et là, il y a un vrai parallèle avec une crise que nous, on peut rencontrer humain. C'est que voilà, il y a des moments où il faut agir. Si on est face à une grosse crise, à un gros échec, à quelque chose qui nous bouleverse, on ne peut pas attendre, positiver, se dire que les choses iront mieux, ou même rester à déprimer. Si le homard il déprime en se disant qu'il a mal, il va mourir. Là, il est obligé d'agir. Donc, il y a vraiment ça à retenir comme leçon pour nous les humains, c'est qu'il faut réduire au maximum cette phase d'attentisme et d'immobilisme. C'est ça qui va être hyper important. C'est le moment où vous allez avoir mal et le moment où vous allez décider de vous relever. C'est ça qu'il va falloir réduire au maximum. Et voilà, donc ça, face à une crise, soit une fois qu'on a touché le fond, on peut entrer en dépression si on ne fait pas ce pas-là, si on n'a pas ce dynamisme, soit on avance. Fabrice aussi nous parle du mot grec krinein, qui signifie donc crise en grec, et qui signifie séparer et trier afin de choisir et décider. Donc ça c'est vraiment super, super intéressant aussi. On le voit, suivant les cultures, on n'a pas les mêmes mots, et là... le mot crise en grec qui signifie séparer et trier. Donc c'est ce qu'on va avoir à faire dans ces moments-là, voir ce qu'on peut garder de ce qu'on va pas garder. Il y a la séparation, on choisit, on décide. Et il y a toujours encore une fois ce mot tourné vers l'action, décider, avancer. Donc concrètement, comment on fait justement quand on a touché le fond de la crise, quand on est comme le homard qui souffre de douleur dans sa carapace trop petite, et qu'il faut vraiment agir, qu'est-ce qu'il faut faire, vraiment? La première chose à faire, c'est surtout ne pas rechercher à qui est la faute. Voilà, pas vouloir faire payer à quelqu'un, ça peut être dans une séparation par exemple, ne pas passer son temps à chercher si c'est la faute du conjoint ou sa faute à soi, et surtout, ne pas reporter cette faute sur autrui, du coup, aller blâmer quelqu'un. On est toujours 100% responsable, n'oubliez pas, pour ceux qui écoutent ce podcast, 100% responsable, on prend notre responsabilité. Mais par contre, on ne se blâme pas.
voilà, si, on va prendre l'exemple du couple, mais si, même si votre conjoint, je sais pas, n'importe quoi, vous a trompé, ou vous a quitté, ou vous a vidé les comptes en banque, ben, plutôt que de la blâmer, ou plutôt même que de vous blâmer vous-même à vous dire que vous êtes nul et que vous auriez jamais dû prendre quelqu'un comme ça, prenez juste votre responsabilité de vous dire, voilà, c'est de ma faute, j'ai pris ce conjoint-là, maintenant, j'avance. La punition, vous l'avez déjà, votre conjoint vous a ou trompé ou vidé les comptes, mais ne vous punissez pas vous-même. Et après, derrière, on aura les étapes d'action, justement. Donc voilà, surtout pas se blâmer. Et en fait, ces étapes d'action, en fait, quand on surmonte une crise, c'est un peu comme un deuil, en fait, quelque part. Et justement, je ne sais pas si vous connaissez toutes les étapes du deuil, mais on va les reprendre ensemble en même temps. La première étape, c'est le déni, c'est de se dire que ce qui nous arrive, c'est impossible. La deuxième étape, c'est la peur, c'est de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que je vais faire. La dernière, c'est la colère. Voilà, bah, c'est la faute de mon conjoint, c'est voilà, c'est la faute de mes locataires. Après, ça va être la tristesse. Voilà, bah, ouais, ma vie est foutue. Qu'est-ce que je vais devenir? Et ensuite, on a les phases d'action. La négociation, l'acceptation et après, la découverte des ressources cachées. Donc je démarre un nouveau projet, ça va être génial et ainsi de suite. Et donc, bah, on peut le prendre pour mon exemple du départ, ma séparation. Hein. Tant qu'on y est, allons-y. Hein. Mais au début, voilà, moi, c'était du déni. C'était de me dire non, c'est pas possible, je ne veux pas. Je veux élever mes enfants, voilà. Après, la peur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais les avoir une semaine sur deux? La colère, moi, je trouvais que c'était tellement injuste ce qui m'arrivait, alors j'en voulais à la terre entière. Après, j'ai eu cette période de tristesse en me disant que, voilà, en fait, tout était perdu, quoi. Tout était foutu. Que limite, valait mieux pas avoir fait des enfants, que c'était n'importe quoi et que jamais je referais quelque chose de bien dans ma vie. Et ensuite, ben, ça a été toutes ces périodes-là, concrètement. J'ai pas eu cette négociation, je pense pas qu'il y ait eu de négociation parce que j'ai vraiment embrassé une vie derrière, comment dirais-je, à bras le corps. Par contre, acceptation, ouais, j'ai vraiment accepté la situation et ça s'est fait très très vite. Et ensuite, la découverte de toutes les ressources cachées que j'ai eues dans ma vie. Et là, bah, justement, j'ai cherché ces cadeaux cachés, et pour ma séparation, ça a été magnifique, quoi. Puisque entre les engueulades et tout le reste, je brûlais ma vie, en fait, à me faire mal au ventre dans cette relation. C'était assez horrible, on va dire. Et du jour au lendemain, certes, mes enfants, je les avais qu'une semaine sur deux, mais par contre, ça a été une libération totale, mentale et physique. Je peux même parler d'une seconde naissance, presque. Ça a été incroyable. Et ce qui était un cauchemar pour moi, en fait, ne voir mes enfants qu'une semaine sur deux, j'ai décidé d'en faire une force, en fait. Je pouvais pas le changer, j'avais pas le choix. Je pouvais pas changer ça. Et pour moi, c'était aussi normal que des enfants, ils voient leur maman autant que leur papa. Donc, j'allais pas changer ça. J'acceptais ça. Mais j'en ai fait une force en utilisant tout ce temps libre que j'ai eu, une semaine sur deux, pour bosser comme un fou. Vraiment, 2 fois plus. Et justement pouvoir quitter la rat race, pour pouvoir bosser sur mes investissements, pour pouvoir économiser à mort les semaines où j'étais tout seul. Et voilà, et aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est 4 ans, 3 ans et demi après la séparation, c'est d'avoir pu arrêter de travailler quand mes enfants avaient encore 8 et 10 ans, pour pouvoir passer du temps avec eux. Et ça, c'est vraiment une fierté et une force, et je me dis que voilà, il y a eu une crise, il y a eu des choses qui étaient très dures à vivre pour moi, et j'ai réussi à en faire quelque chose de bien. Donc voilà. Donc chercher les cadeaux cachés, c'est super important. Il faut accepter ces étapes, toutes les étapes que vous allez croiser, il faut les accepter. J'ai même envie de vous dire, quand vous êtes dans le déni, la peur, la colère, la tristesse, quand vous êtes au fond dans la tristesse, même vivez votre peine à fond. Faut même pas essayer de la minimiser parce que c'est important d'aller au bout de cette peine. Moi, je m'en souviens à l'époque, j'étais très triste, très malheureux, mais je suis allé au bout de ce truc. Et une fois que je suis allé au bout, bah, tout de suite je me suis relevé, mais ça n'a pas duré très longtemps. Cette période n'a pas duré longtemps. Alors que si vous essayez de la minimiser ou essayez de toujours adoucir les angles, que vous la vivez pas à fond, même que vous vivez pas ces émotions-là à fond, que vous les foutez sous le tapis, ça peut durer des années. Donc vaut mieux descendre peut-être très bas, mais sur peu de temps, et vivre cette peine à fond. Ça veut pas dire de déprimer, ça veut pas dire de rentrer en dépression justement. Ça veut juste dire de permettre à cette peine, à ces choses qui vous arrivent, de s'exprimer et pour pouvoir les accueillir en fait. J'espère que je suis clair dans ce que je dis. Euh, c'est une totale différence entre s'apitoyer sur son sort au fond de son lit
et accueillir vraiment ce qu'il y a au fond, quoi. Ne pas le mettre sous le tapis. Et je pense qu'en l'accueillant vraiment, en le regardant droit dans les yeux, ce qu'il y a, ça peut durer beaucoup, beaucoup moins longtemps. Voilà. Après, quand vous allez avoir tout ça, il faudra apprendre de vos erreurs, mais aussi faire attention à ce qu'on appelle un peu à l'overlearning. Donc ça, il faudra y faire très attention, c'est-à-dire dans le cadre d'une séparation, par exemple, vous êtes séparé, prendre l'exemple d'une femme qui s'est séparée d'un homme, qui a été très déçu. Ne pas faire une croix sur les hommes. C'est pas parce que ça n'a pas marché avec lui que ça marchera pas avec quelqu'un d'autre. Si vous avez planté une boîte, vous êtes entrepreneur, c'est pas parce que vous avez planté une boîte que vous les planterez toutes. Donc il faut apprendre de son échec pour repartir et faire les choses d'une autre façon, d'une meilleure façon, mais il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Voilà. Donc ensuite, pour surmonter ces crises, il y a une très très bonne méthode, c'est de s'entourer de gens qui s'en sont sortis et en parler avec eux. Et ça, c'est très très important. Moi, je le vois dans les deux cas. J'ai passé du temps avec des gens qui s'étaient séparés et qui derrière avaient eu une renaissance, une belle vie, qui avaient réussi à rencontrer quelqu'un d'autre, par exemple, ou à être heureux avec leurs enfants, parce que ça me donnait beaucoup d'espoir. Donc j'ai fait ça. Et pareil, quand je voulais quitter la rat race, j'ai passé énormément de temps en séminaire avec des gens qui l'ont fait. Et ça fait vraiment du bien. Voilà. S'entourer de gens qui s'en sont sortis, parler avec eux, ou alors carrément se faire aider par un coach ou un psy. Ça, je pense que c'est très important. Moi, j'ai eu longtemps une coach, et d'ailleurs, ce serait bien de recommencer parce que c'est vraiment très intéressant. Ça permet carrément de se dépasser. Donc, je pense que ça peut être très, très, très utile. Et justement, ces crises, ces moments-là, c'est vraiment les bons moments pour se libérer de justement tous vos conditionnements psychologiques, idéologiques, familiaux, toutes ces choses-là. Tant qu'on est à remettre les choses à plat, justement se faire aider par une coach. Moi, dans ces périodes de crise, je me faisais aider par une coach, justement, qui m'a énormément aidé. Et ça permet de se reconstruire en faisant vraiment, en collant au plus juste à vos véritables désirs, à ce que vous avez vraiment, vraiment au fond de vous, à ce que vous avez envie de faire de votre vie. Ça va être vraiment capital. Et je peux que le conseiller. Je conseillais tout à l'heure de vivre votre peine, mais vivez-la accompagné, justement pour pas vous faire enfermer là-dedans. Et que ce soit un coach ou un psy, alors faut trouver des bons, bien entendu. Voyez si le courant passe et prenez pas le premier qui passe, parce que ce soit des coachs ou des psys, il y en a des bons et des très mauvais. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider, tant que vous en êtes à traverser cette crise, de remettre vraiment tout à plat, tous vos conditionnements, pour en profiter, pour pas reconstruire sur des bases pourries, mais reconstruire sur des bases de vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. On pourrait prendre l'exemple d'un mec qui perd son boulot, qui était dans une usine et qui a perdu son travail, qui se retrouve au chômage. Là, s'il se fait aider, il pourra vraiment peut-être aller vers ce qui lui plaît vraiment, et peut-être redécouvrir que, je sais pas, sa passion c'était fleuriste, et se mettre à son compte, ouvrir une boutique de fleurs, et être peut-être très heureux, plutôt que de refoncer tête baissée à refaire un CV et à chercher un boulot dans des usines pour trouver du travail. C'est un moment important, une crise, pour remettre les choses à plat. C'est comme une parenthèse en fait. Et il se passe beaucoup, beaucoup de choses, on le voit, rien qu'avec le mot chinois, problème, difficulté, chance, opportunité, dynamisme. Donc faut pas juste prendre le côté problème, difficulté et dynamisme, mais bien choisir le chance, opportunité. C'est une chance de se remettre en question. Donc voilà. Je voulais aussi ajouter deux petites choses qui peuvent vraiment aider comme ça, c'est déjà la méditation. Ça c'est très important, ça peut vraiment permettre de poser son cerveau. Et même si on a l'impression qu'on ne trouve pas la solution tout de suite avec la méditation, ça va vous permettre de faire au moins une pause, une pause de temps de cerveau disponible. C'est une respiration. C'est un îlot de, comment dirais-je, un petit îlot de sérénité au milieu de tout ça. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Et aussi, vous pouvez faire une cure de magnésium. Alors là, on est vraiment dans les conseils pratiques, mais on le sait, que le manque de magnésium dans les mécanismes de la dépression, de la tristesse, c'est très important. Donc dans ces moments-là, une petite cure de magnésium, ça fait pas de mal. Et et même l'effet placebo va aussi aider de toute façon. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment, vraiment aider. Donc voilà, mais on va pas tarder à conclure avec ce podcast, mais justement, si la crise, elle est dure et qu'elle fait mal,
c'est aussi une formidable opportunité de se remettre en question, pour se reconstruire. C'est une formidable opportunité de réaliser ce que vous avez toujours rêvé de faire. Même si c'est dans une séparation comme ce que j'ai vécu, où vous avez l'impression que le monde s'écroule, vous allez avoir du temps pour vous et vous allez pouvoir vous remettre en face plutôt que de se remettre en couple tout de suite, la tête baissée. Ben non, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour réaliser ce que vous avez toujours rêvé. Et voilà, vous pourrez rencontrer quelqu'un après. Et j'en suis la preuve vivante. Donc voilà. Et pareil, si vous avez perdu votre taf, que vous êtes au chômage et que c'est très dur et que vous avez des crédits qui arrivent, prenez le temps de renégocier peut-être ces crédits pour avoir une parenthèse, pour avoir du temps et pour vous reconstruire, pour prendre le temps de vous poser les questions qui sont nécessaires pour réaliser ce que vous avez toujours rêvé. C'est ça qui compte. Donc voilà, une crise, je sais que ça fait mal, je sais que c'est dur. Et je sais que voilà, c'est pas les petits échecs dont on peut parler des fois en développement perso, mais c'est voilà des choses où on a mis toute notre énergie, toute notre vie, et où on a juste envie de pleurer, mais si on veut le voir, si on veut bien le voir, c'est aussi une chance. Donc voilà, et il faut le voir en plus, parce que si vous ne le voyez pas, et que vous refoncez tête baissée dans vos anciens schémas, dites-vous bien que la vie, elle vous remettra toujours dans votre chemin ce que vous n'avez pas voulu voir. On le dit toujours, hein, la vie, elle te met une calotte, et si t'as pas compris, quelques temps après, elle t'en mettra une deuxième. Donc voilà, donc quand vous avez des challenges dans la vie, il faut les accepter, il faut les relever. Je sais que c'est pas facile, mais c'est toujours une opportunité de se réinventer. On peut le voir avec la crise Covid, par exemple, il y a des gens qui souffrent plus que d'autres. Les restaurateurs, ils souffrent. Et c'est une opportunité pour certains qui le veulent bien de se réinventer, de faire des nouveaux plats, des plats emportés, d'essayer de se réinventer d'une autre façon. Un exemple tout bête, mais par exemple, je vais refaire de la pub, tiens, on va me dire encore. Mais là, en ce moment, pour notre activité de marchand de biens, on ne peut pas faire de visite, on ne peut rien faire, on est bloqué. Tous nos compromis, on a signé les terrains qu'on devait vendre au 15 décembre, ça va être reporté au 15 février. Tout prend du temps, tout se reporte, tout est compliqué. J'avais du temps, j'ai fait cette petite formation ETF par exemple, plutôt que d'attendre, plutôt que de ne rien faire, plutôt que de me lamenter sur le fait que je peux pas foncer en visite, et j'ai préféré, j'ai passé du temps à faire cette formation, j'avais des petites compétences là-dedans, et ça a marché, et c'est cool. Donc ça c'est un exemple très basique, mais on peut toujours se réinventer dans les choses. Alors là, c'est pas vraiment une crise, hein. C'est le Covid est une crise, mais voilà, vous l'aurez compris en tout cas. Et aussi, on peut même prendre l'exemple des ETF, tant qu'on est là-dedans, mais voilà, dans les crises financières, en ETF, la stratégie, c'est de rester investi tout le temps. Donc, on va prendre toutes les hausses, puisqu'on sera investi, mais aussi, on va prendre dans la gueule toutes les baisses, puisqu'on a investi tout le temps. Mais on le voit que sur le long terme, ça gagne, donc c'est pas grave de se taper les crises de plein fouet. En tout cas, dans une stratégie financière, puisque sur le long terme, on en sortira gagnant. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce podcast vous aura plu. Ce que je peux vous dire comme petite phrase à la fin, là, pour clôturer un peu ce podcast, c'est que je sais que c'est dur. J'en ai surmonté quelques-unes et je sais qu'il y a des gens qui ont surmonté bien pire que moi, des crises bien plus graves. Moi, dans mes histoires, personne n'est décédé, par exemple. Voilà. Donc ça peut être bien plus grave que ça. Mais il y a un petit message d'espoir là-dedans, c'est de se dire toujours que demain tout ira bien. Moi, c'est ce que je me répétais en permanence à l'époque. Je me disais, mais imagine-toi dans un an, quand tout ça sera loin, dans un an comme tu seras bien. Et ça m'aidait vraiment, vraiment à tenir. C'est de se dire que voilà, dans la vie, rien ne dure. Alors, les bons moments, parfois, ne durent pas. Ça, c'est un peu plus triste. Mais les mauvais moments ne durent pas non plus. C'est notre petite revanche. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que si vous rencontrez une crise dans votre vie, vous trouverez vraiment la force de passer à l'action et de minimiser justement cette période où on est au fond du trou. J'espère que si vous rencontrez une crise, vous trouverez la force de trouver les cadeaux cachés de cette crise. Vous ferez tout ce qu'il faut pour vous libérer de ces conditionnements psychologiques, idéologiques que vous pouvez avoir pour vraiment vous reconstruire et coller au plus près à vos véritables désirs. Je vous souhaite le meilleur et comme vous le savez, je vous souhaite surtout de vivre libre.